Bonjour à tous et toutes, il va être question aujourd'hui du Garçon et la Bête de Mamoru Hosoda, l'histoire de Ren, jeune garçon qui, à l'âge de 9 ans, me semble-t-il, perd ses parents, se retrouve donc orphelin, doit être récupéré par ses oncles, me semble-t-il, mais décide de s'enfuir et de s'assumer lui-même, ce qui est manifestement une grande tradition chez les jeunes japonais quand ils perdent leurs parents. Au hasard de sa route, il va tomber sur Kumatetsu. Je vérifie juste parce que les syllabes, Kumatetsu, voilà, c'est ça, qui est une bête, qui vient du royaume des bêtes. Le royaume des bêtes, en fait, est le royaume des dieux qui est parallèle au nôtre. Et Kumatetsu est en voyage de passage dans le royaume des humains parce qu'il cherche un disciple. Car s'il trouve un disciple et s'il arrive à vaincre son ennemi, Yuzan, faut s'en souvenir, hein. S'il arrive à vaincre Yuzan dans un tournoi, il deviendra le nouveau chef du royaume des bêtes, donc des dieux. Et c'est pour ça donc il va récupérer cet enfant, essayer de le former et d'en faire son disciple, mais aussi symboliquement son enfant et son héritier. C'est tout le sujet du film. C'est quelque chose qui est essentiel pour les Japonais. C'est vraiment la question de la transmission, de la formation de la jeunesse et de l'avenir, de la préparation de l'avenir. Ce qui est marrant, c'est que ici, Hosoda fait sa propre sauce de cette histoire-là. C'est-à-dire que d'habitude, c'est toujours un jeune qui apprend de la part d'un ancêtre. Et là, il y a clairement un apprentissage du côté de l'ancêtre également, grâce au jeune. C'est-à-dire que le jeune permet à l'ancêtre de rester finalement dans le coup et presque de s'améliorer aussi lui-même. Donc c'est une évolution de cette une version différente de cette vision du Japon de l'évolution et de la transmission. C'est vraiment toujours un sujet qui les fascine et c'est vraiment intéressant de voir ce que certains réalisateurs amènent de différent dans leurs films par rapport à ça. Notamment ici, il y a toute cette les Japonais sont très fiers de leur culture et de leur héritage. Ils respectent énormément leur ancienne religion, par exemple, même s'ils ne la pratiquent pas plus tous. Beaucoup sont devenus athées, mais ils respectent beaucoup leurs traditions. Et par exemple, ce royaume des bêtes, qui est un royaume des dieux, qui est quelque chose d'hérité de la culture japonaise, est mélangé avec d'autres cultures dans ce film-là. C'est toujours ce côté de la tradition mélangé à quelque chose de neuf qui vient d'ailleurs. Là, du coup, il y a tout un autre thème, toute une projection sur un autre élément de culture que la religion japonaise. C'est une œuvre de littérature anglaise, me semble-t-il. Je vais pas dire laquelle pour pas trop gâcher certains effets du film, quoique ça doit être dans la bande-annonce à la limite. Moby Dick. Moby Dick est un des points utilisés pour faire avancer les personnages. Et ce qui est intéressant, c'est les Japonais sont tellement infiniment plus subtils que nous. C'est-à-dire qu'ils parlent de Moby Dick, mais sans parler clairement du problème de Moby Dick. Ce que Moby Dick dénonce, c'est l'obsession du capitaine Achab, je sais jamais comment on dit, qui poursuit donc cette baleine au péril de sa vie. Il y a une leçon qui doit en être tirée pour le personnage de Ren dans le film, mais elle est jamais énoncée clairement, elle est jamais in your face, elle est jamais frontale. Il faudra que le jeune japonais en principe, mais le jeune qui regarde le film, s'il est français, européen ou américain, s'intéresse à Moby Dick pour savoir quel est pourquoi est-ce que Moby Dick est si important dans ce film. Pourquoi est-ce que la scène de fin tourne à ce point autour de cette idée-là. Ce qui est vraiment ultra intelligent. Encore une fois, l'animation japonaise est tellement plus mature que l'animation occidentale. Nous, on a encore tellement de mal à vendre des films animés qui parlent à la fois aux jeunes et aux adultes, et en particulier quand je parle d'animation dessinée, animation à la main, que ce soit dessiné sur une tablette ou sur une feuille, on s'en fout, c'est pas la question. Du moment qu'il y a un dessin et une main qui a tracé un trait, quoi. Que ça n'a pas été fait comme ça, en animant un modèle 3D dans le film. J'y reviendrai un petit peu au niveau de la modernité, de la technique du film, mais la 3D est utilisée de façon beaucoup plus intelligente dans ce film-là que dans beaucoup de films que j'ai vus. Et ils sont beaucoup plus subtils dans la façon de faire passer leur message et dans la façon de les rendre accessibles à tous. Là, dans ce film-là, clairement, les anciens doivent aussi apprendre quelque chose de la part des jeunes. Ce qui est vachement intelligent, et ce qui est très bien fait, et ce qui est quasi impensable avec un Disney, qui est avant tout pensé pour les enfants. Il y a une évolution récente du Disney, c'est que maintenant, en plus, ils se sont rendus compte qu'il y avait une vague nostalgique. Alors quand ils se sont rendus compte de la vague nostalgique, c'est là qu'ils ont démarré Marvel et tout le bordel. C'est la vague nostalgique qui surfe à fond dedans sur Disney. Donc maintenant, ils commencent à faire des trucs qui sont un peu plus pour les jeunes, mais pas vraiment pour les adultes, pour les anciens jeunes de Disney.
c'est encore plus vicieux et plus horrible que tout. Je déteste encore plus Disney que tout, qu'avant ça. Mais ils ont cette capacité à faire de l'animation pour adultes. Et je pense que c'est beaucoup pour ça que l'animation japonaise a beaucoup marché en Occident. C'est que par exemple, moi je suis la génération Club Dorothée par exemple. Moi je regardais ça quand j'étais petit. Et la raison pour laquelle les adultes étaient terrifiés par ces dessins animés et pour laquelle nous on les adorait, c'est que ces dessins animés nous prenaient pour des adultes. Malheureusement, les aventures du doublage français ont fait qu'on a beaucoup perdu de ces messages adultes dans les dessins animés, mais on les ressentait quand même quelque part. Au fond de nous, on sentait qu'ils devaient être là dans un coin. Là récemment, je viens de me racheter Cobra il y a pas longtemps. Je me souviens que quand j'étais petit, j'ai regardé Cobra et j'adorais Cobra parce que j'avais vu un film qui avait pris pour un adulte, quoi. J'avais un héros qui était drôle, qui était rigolo, qui était le genre de héros qu'on a pour les enfants, une espèce d'Arsène Lupin, et qui était ce héros qui était rigolo pour des jeunes, mais qui en même temps était un gros pervers. Ce qui arrive très souvent dans les trucs japonais, mais qu'est-ce que t'es mature, qu'est-ce que t'es prendre les enfants pour des adultes et avouer qu'il y a aussi une sexualité dans le monde et qu'il faudrait peut-être aussi leur en parler quand ils sont jeunes, ça les laisser dans l'ignorance totale jusqu'à un certain âge, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Tout ça est une question de point de vue, je suis en train de me perdre complètement. Revenons sur le garçon et la bête. Au niveau de la technique, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est que le film est déjà magnifique, mais il reste à l'animation traditionnelle, ça reste de l'animation à la main. Il y a un truc qui a été mal compris la dernière fois que j'ai parlé d'animation. Oui, bien sûr qu'on peut faire de l'animation traditionnelle sur ordinateur. On peut dessiner sur une tablette une forme, la colorer sur ordinateur, on peut tout faire sur ordinateur. Ce que je dis, c'est qu'il faut qu'une main ait tracé le trait. C'est ça le truc. Et il faut qu'une main ait choisi, qu'un œil ait choisi l'intervalle entre deux celluloïdes, entre deux frames. Vous savez, en dessin animé, on a un truc avec la main comme ça, un truc avec la main comme ça, il faut qu'on fasse l'image intervalle si on veut avoir un truc un peu plus fluide et faire un mouvement fluide. Et quand on fait, récemment ce qu'on fait de plus en plus, c'est qu'on prend des modèles 3D de personnages, donc on modélise un personnage en 3D, alors oui, c'est dessiné par une main, mais ensuite, le personnage est animé, et c'est l'ordinateur qui calcule tout ce qu'il y a entre d'un point à l'autre, et tout ce qui fait le mouvement du personnage, la transformation du corps pendant le mouvement. Et c'est normalement ça, toute la magie de l'animation, c'est de voir cet œil humain qui nous a imaginé 24 images indépendantes, parfois un petit peu moins quand l'animation est un peu plus cheap, qu'il y a moins d'argent, mais qui a réussi à nous créer tout ça sous les yeux. Et je veux pas que l'animation devienne juste des personnages 3D avec un logiciel en 3D qui fait juste un gros trait sur le contour de l'image, un remplissage bien uni sur le corps, une ombre en dessous, un autre trait, et hop, on a un dessin. Non, c'est plus un dessin. C'est une arnaque. C'est un modèle 3D qu'on a fait passer pour un dessin, qu'on a maquillé comme un camion volé pour faire un dessin. C'est pas du tout la même chose et c'est pas de l'animation. C'est plus de l'animation, en tout cas pas de l'animation à la main telle qu'on entendrait. C'est vraiment de l'animation par ordinateur. C'est de l'animation par keyframe, comme on ferait de l'animation en 3D pour n'importe quel Pixar. Sauf que là, on a changé le modèle de rendu pour que ça fasse style dessin. C'est moche. Le garçon et la bête, c'est l'animation traditionnelle. C'est du vrai dessin, c'est du bon dessin, tout en ne reniant pas les nouvelles technologies. Ce serait absurde avec le message du film de renier les nouvelles technologies. Mais il l'utilise à des moments qui sont intéressants. Par exemple, quand Ren est perdu au milieu de la foule et qu'il cherche Komatetsu. Il est à Shibuya, le quartier de Tokyo, où il y a ces 5 ou 6 rues qui se croisent dans un seul truc et donc il y a tous les gens qui passent. C'est mythique comme coin de Tokyo, et il est au milieu de la foule et il cherche Komatetsu. Avant, en animation, on aurait fait un panoramique. Un rendu de panoramique de caméra, c'est-à-dire qu'on aurait fait on aurait fait une image fixe. En gros, on aurait créé un calque plat qu'on aurait entouré à 360 degrés. Je vais vous prendre une feuille. J'ai pas de feuille, j'ai un post-it. En gros, on aurait pris l'image plate et on aurait fait bouger comme ça le cadre dessus. Là, on a un vrai effet de 3D pour faire une rotation sur son propre axe. C'est-à-dire que c'est pas vraiment, c'est plus encore qu'un panoramique, c'est vraiment la caméra qui reste à sa place, et comme le personnage de Ren qui est en train de tourner comme ça pour voir, la caméra va tourner sur son axe. Et on a un vrai effet de 3D du décor et des personnages qui bougent dedans. C'est-à-dire que les personnages ont été dessinés, animés à la main en train d'avancer ou d'être de profil ou de 3/4, et ensuite ont été intégrés dans ce décor 3D pour faire bouger la caméra, etc. Donc il y a une vraie évolution de la technique. Cela dit, le film sait aussi ne pas l'utiliser, c'est aussi quand utiliser. C'est ça la sagesse aussi japonaise. Ce qui est toujours très compliqué en animation, c'est de faire des plans qui durent longtemps. Et là, du coup, le film trouve des moments où il le fait. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il y a alors Ren qui ne s'appelle plus Ren à ce moment-là, qui s'appelle Kyuta, qui rencontre Kaede. Dans cette scène, au lieu de faire un champ contre champ, de faire plusieurs plans pour montrer l'action qui se passe, Hosoda va faire en fait un mouvement de panoramique de la caméra,
qui va faire des allers-retours entre deux parties et qui va permettre du coup de faire un plan qui est travaillé dans la longueur et dans la durée et qui travaille la tension, qui travaille le jeu de révélation, etc. Donc assez intéressant en termes de façon de travailler. Il y a toute une introduction qui est magnifique, faite en flammes. Je suppose que c'est des flammes faites par informatique, par ordinateur, que c'est de la simulation, parce que c'est de la silhouette en plus, et il y a beaucoup de mouvements et beaucoup de choses, et la caméra va dans tous les sens, donc c'est très certainement fait par ordinateur. Mais c'est additionné au-dessus d'une animation traditionnelle, c'est-à-dire que je pense que la silhouette était de base et que l'ordinateur a pris la silhouette et a mis du feu au-dessus. Donc il y a quand même toujours ce mélange de tradition et de technologie qui est très très bien foutu. Et puis parfois on a vraiment ce minimalisme à la japonaise, c'est-à-dire que quand Ren va rentrer dans le monde des bêtes, ça va être marqué non pas par un espèce d'effet étrange, un gros flash, un machin, ça va être marqué par un écran noir. Tout bêtement, on va avoir un écran noir pendant quelques secondes pour montrer qu'il y a eu un changement, qu'on est passé dans une autre dimension, qu'il y a eu un changement de passage d'univers. Ce qui est extrêmement simple, c'est juste un écran noir, c'est juste un cut qui dure plus longtemps, mais ça marche très très bien, c'est très subtil et ça rend complètement l'idée qu'on il y a quelque chose qui vient de s'arrêter, il y a une coupure, on est sorti d'un monde qui était jusque là. Je vais revenir là-dessus d'ailleurs vite fait. La comparaison entre les deux mondes est vachement intéressante parce que il y a une espèce de volonté d'être dans la tradition, mais pas totalement non plus. J'ai trouvé notamment que le design de la ville était beaucoup plus arabisant que japonisant. Et je pense que c'est tout à fait volontaire de sa part. C'est que des maisons dans une espèce de terre blanche qui ressemblent vraiment à des villes je sais pas, du Maroc ou des choses dans ce genre-là. Enfin, c'est une architecture qui est pas vraiment celle à laquelle on s'attendrait et qui est assez intelligente, qui dépayse complètement, qui fait de cet univers un univers vraiment neuf, tout en réutilisant l'univers et la mythologie japonaise des bêtes et des dieux qui nous regardent et qui nous surveillent. Ce qui est assez intéressant. Et il y a une vraie comparaison entre les deux villes, c'est-à-dire que c'est pas opposer la ville des dieux avec Tokyo. Il y a quelque chose de commun entre les deux. Je crois que le premier plan qu'on voit je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est Jugen, la ville des dieux. Le premier plan qu'on voit, c'est un plan supérieur et on voit très très clairement des artères, des grandes rues, des grands passages, des boulevards, des choses dans ce genre-là. Je pense même, alors je m'y connais pas suffisamment du tout en culture japonaise, mais je pense que si on compare la vision comme ça qu'on a du royaume des dieux, ça doit ressembler à un quartier de Tokyo quelque part. Je suis presque sûr que ça ressemble à un plan de Tokyo. C'est la même chose, juste différent. Il y a toute une leçon qui est donnée comme ça. Les dieux se croient très supérieurs aux humains pendant une grande partie de l'histoire et vont devoir eux aussi apprendre un peu à redescendre et à voir qu'il y a quelque chose de vraiment parallèle plus que de réelle opposition entre le monde moderne et le monde des dieux. Pour terminer, je dis souvent que les films de Disney sont pas très trash, sont pas très violents. Je trouve que la menace qui pèse sur Ren aux alentours de la scène où il passe à côté des écrans et il y a toute la scène Taikeraida, je vous déteste tous, qui est toujours le truc très très japonais, surtout qu'en plus là il le répète 5 ou 6 fois d'affilée, c'est Taikeraida, 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 en train de hurler comme ça. J'adore ce genre de passage, mais rien que ça, ce qui est créé après, je vous dis pas quoi si vous n'avez pas vu le film, mais rien que cet élément-là, je trouve que moi j'étais devant le film, ça m'a mis très mal à l'aise. Et les Japonais sont très doués comme ça pour trouver subtilement des façons de trouver un truc qui vraiment te met mal à l'aise, vraiment te remue, plutôt que de jouer basiquement sur papa est mort. Parce que vous allez me sortir le Roi Lion encore une fois, mais c'est vraiment c'est beaucoup moins cliché, beaucoup moins facile que ce que fait Disney pour créer comme ça une peur, une tension, une émotion et pour challenger vraiment son spectateur. C'est pas aussi enfantin qu'un Disney de regarder un film japonais destiné pourtant à un public jeune. Si vous regardez Princesse Mononoke, enfin excusez-moi, c'est beaucoup, c'est du, comment dire, c'est du torture porn comparé à un Disney, quoi. En termes de dessin, on n'est pas encore à Tokidoji, mais on est quand même vraiment dans deux trucs très éloignés, quoi. Donc c'est vraiment ça, ce côté brut, beaucoup plus direct que les Japonais, qui considèrent comme nécessaire. C'est ce côté, la vie ce sera dur, donc il faut qu'on vous apprenne tout de suite à prendre des coups, presque. Sachant que évidemment le film est tout un film sur la fin de l'enfance, un thème qui est très récurrent au Japon. Il y avait Nobody Knows qui était sur la même histoire, qui est sorti il y a 1 ou 2 ans, tout dans ce genre-là, qui est lui-même un truc qui revient très souvent.
Bref, je suis pas un expert du cinéma d'animation ni du cinéma japonais, c'est quelque chose sur lequel il faudrait que je me penche encore. Cela dit, je pense être en mesure de vous encourager à aller voir Le Garçon et la Bête. Je pense que vous m'avez pas attendu parce que c'est un film que vous m'avez réclamé, donc vous avez déjà envie de le voir. S'il y en a parmi vous qui n'avaient pas encore eu l'idée ou qui ne savaient pas que ça sortait, renseignez-vous, allez-y, c'est toujours aussi bon. Enfin, ça fait partie des très bons. Ça fait partie des très bons japonais, des films japonais qui sont arrivés chez nous. Donc autant en profiter tant qu'ils sont là. Prenez soin de vous, allez voir des films. Sayonara.